On est le 11 septembre 2001. Il est 17h30 en Afghanistan. Quelque part dans les montagnes, Oussama Ben Laden allume sa radio. Il est entouré de ses lieutenants les plus fidèles. Il le sait, aujourd'hui l'ordre mondial va basculer. À 8h46, heure locale, le vol 11 d'American Airlines percute la tour nord du World Trade Center. Au début, beaucoup pensent à un accident. Sauf que 15 minutes plus tard, à 9h03, le vol 175 percute la tour sud. Cette fois-ci, il n'y a plus aucun doute, l'Amérique est attaquée. En moins de 2 heures, 2977 personnes vont mourir. En moins de 2 heures, c'est aussi la trajectoire du monde entier qui va basculer. Des scènes d'apocalypse, de guerre, même au cœur le plus profond, le plus symbolique des États-Unis. Una avioneta. Au début, Ben Laden démentira totalement son implication. Il ira même jusqu'à dire que ces attaques sont contraires aux valeurs de l'islam. Mais à partir de ce moment-là, des questions vont naître. Des questions qui, 24 ans plus tard, pour certaines, n'ont toujours pas de réponse. Pourquoi le président Bush n'a rien fait alors qu'il recevait des dizaines de rapports l'avertissant d'une attaque imminente? Comment la CIA a-t-elle aidé des pirates de l'air à entrer sur le territoire américain? Pourquoi des millions de dollars de paris boursiers ont été placés juste avant les attentats? Comment le propriétaire des tours jumelles a-t-il gagné 4,6 milliards de dollars grâce à l'assurance? Et surtout, qui sont les vrais responsables? J'ai passé des mois à analyser des documents déclassifiés de la CIA, des témoignages d'anciens agents du FBI et les 28 pages censurées pendant 13 ans. Et à vrai dire, je me suis même plongé dans les disques durs retrouvés lors du raid d'Abbottabad chez Ben Laden. Et ce que j'ai trouvé là-dedans va détruire tout ce que vous pensez savoir sur les attentats du 11 septembre. Bienvenue dans l'iceberg de Ben Laden. 6 niveaux, de la surface jusqu'aux profondeurs les plus sombres. Là où personne ne veut que vous alliez. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et on y va. Avant de plonger dans les profondeurs, il faut d'abord connaître la version officielle. Et dans la chronologie, tout commence quand Khalid Sheikh Mohammed propose à Ben Laden le plan Bojinka. Le but est simple, viser tous les symboles américains avec 10 avions. 5 pour la côte ouest et 5 pour la côte est. Oui, c'est pas Oussama qui a eu l'idée des attaques en premier. À vrai dire, devant cette proposition, il va même hésiter au début. En effet, l'opération comprend un suicide, ce qui est contraire à Dieu selon lui. Mais il finira par accepter une version simplifiée. Ils partent donc sur 4 avions qui devront viser 4 cibles symboliques pour briser les États-Unis. Toutes ces attaques coordonnées par 4 équipes de kamikazes. Nous sommes en janvier 2000. 2 Saoudiens arrivent à Los Angeles, Nawaf Al-Azmi et Khalid Al-Mindar. Ils sont accueillis par un certain Omar Al-Bouyami. Et croyez-moi, on reviendra sur lui plus tard. En effet, ces deux-là galèrent. Ils ne parlent pas l'anglais, ils échouent même leur formation de pilote que Ben Laden leur avait pourtant financée. Et cerise sur le gâteau, ils poseraient même des questions suspectes sur une certaine tour. Al-Qaïda comprend alors qu'il faut recruter ailleurs. C'est la naissance de la cellule d'Hambourg. Leur cible, désormais des étudiants saoudiens vivant en Allemagne. Passer par ce format a un avantage majeur. Ils parlent tous anglais, ils ont des visas européens, ce qui leur permettra de tous passer les contrôles de sécurité. Après des mois de préparation intensive, nous arrivons à présent au 11 septembre 2001. Entre 7h35 et 8h42 du matin, 4 avions décollent. 19 terroristes sont à bord, tous en classe affaires, le plus proche possible du cockpit. À 8h46, la tour nord est frappée. 92 personnes meurent sur le coup. Seulement un quart d'heure passe et à 9h03, c'est au tour de la tour sud d'être frappée. Encore une fois, le crash ne fera aucun survivant. À 9h37, c'est le Pentagone qui est touché. Mais ce n'est que le début, car à 9h59, la première tour s'effondre. Au même moment, le vol 93 s'écrase en plein milieu de la Pennsylvanie, après une révolte des passagers. Seulement une demi-heure plus tard, ce sera la tour nord qui s'effondrera à son tour. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il manque un élément. En effet, à 17h20, on en parle rarement, mais le bâtiment 7 du World Trade Center s'effondre aussi, alors qu'il n'avait même pas été touché par un avion. Le bilan est tragique, 2970 morts et plus de 6000 blessés. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. À peine 7 jours après les attentats, le Congrès vote l'autorisation de guerre. Cette loi se caractérise sur le terrain par une invasion précipitée de l'Afghanistan en octobre 2001.
Le gouvernement dirigé par les talibans tombe en 3 mois et Ben Laden est rapidement acculé. Il est plus exactement coincé à Tora Bora dans les montagnes afghanes, mais alors que tout laissait penser que c'en était fini pour lui et qu'il était piégé, il s'échappe. À partir de ce moment-là, la CIA va perdre ses traces pendant 10 ans. Finalement, en mai 2001, après une traque interminable, les services secrets américains localisent une maison bizarre à Abbottabad au Pakistan. Des murs de 5 mètres de haut, pas de fenêtre, un homme qui se promène seul dans la cour chaque jour, on l'appelle le promeneur, et peu de temps après, dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, l'opération Neptune Spears est déclenchée. Un raid orchestré par la SEAL Team 6 qui va entrer dans le complexe. Il tue Ben Laden en 6 minutes, son corps est identifié par ADN puis jeté en mer. Ok, donc ça c'est la version officielle. Et je sais qu'il y a pas mal d'incohérences et de choses qui peuvent être perturbantes. J'ai fait exprès de passer vite sur les détails parce qu'on les retrouvera plus tard. En effet, maintenant on va descendre sous la surface de notre iceberg. Et vous allez comprendre que même avant les attentats, des événements louches s'étaient déjà déroulés. Vous l'aurez compris, plus on va descendre de niveau, plus les théories sur Ben Laden et notamment sur les attentats qu'il a commis seront poussées et intéressantes. Par contre, pour pimper un peu la vidéo, j'ai gardé le format iceberg mais je l'ai un peu custom. Voilà, on est maintenant au premier étage de la tour 1 du World Trade Center. Le petit bonhomme sur ton écran, c'est toi, et moi, je suis là. Oui, le petit bonhomme là en 3D. C'est comme ça que je vais te présenter mon enquête, et on va descendre comme ça, petit à petit, de niveau en niveau. Il y en a 6 au total, à chaque fois de plus en plus intéressant. C'est le même principe qu'un iceberg, sauf qu'on prend l'ascenseur du World Trade Center pour descendre de plus en plus. Tu comprendras plus tard pourquoi j'ai fait ça. Un argument, ça peut faire une théorie, et plusieurs arguments, ça peut faire un complot. Et me demandez pas d'où ça vient, je l'ai juste sorti de ma tête en préparant cette vidéo. En fait, je me suis inspiré du biais du millefeuille, beaucoup utilisé par certains complotistes. C'est quand on empile beaucoup d'arguments superficiels, imprécis ou faux, et que leur quantité crée une illusion de crédibilité. Individuellement, les éléments sont fragiles, mais mis bout à bout, ça donne un truc qui peut paraître crédible. Ça donne, vous savez, cette impression qu'il y a trop de choses pour que ce soit un hasard. Et c'est un biais qui alimente souvent les théories du complot. Et mon but, c'est pas de prendre parti, je vais juste présenter les théories, et quand il le faudra, je donnerai aussi la réponse des Américains. Bon, je vais pas le faire à chaque fois, sinon ça va être chiant, mais il faut que ça soit un peu un match égal. Mais bon, dans tous les cas, vous verrez qu'il y a quand même des zones d'ombre, qui n'ont encore jamais été éclaircies en 2026. George Bush a reçu plus de 40 rapports d'avertissement avant le 11 septembre. Pas 1, pas 2, 40. Le plus connu de tous est arrivé à la Maison Blanche le 6 août 2001, exactement un mois avant les attentats. Il s'agit du fameux Bin Laden Determined to Strike in US, ou en français Ben Laden est déterminé à frapper aux États-Unis. Le rapport dit clairement que Ben Laden veut mener des attaques sur le sol américain. Il entraîne déjà ses troupes et il aurait même déjà envoyé des hommes aux États-Unis. Sauf que ce n'est pas tout, car le Maroc envoie également un rapport d'un espion infiltré chez Al-Qaïda, qui explique littéralement le plan de détournement d'avions. Le Mossad israélien envoie une liste de terroristes résidant aux États-Unis. 4 d'entre eux embarqueront le 11 septembre dans les avions un mois plus tard, sans que rien n'ait été fait pour les en empêcher. Et même notre DGSE française enverra un rapport. Celui-ci comporte 300 pages expliquant ligne après ligne le projet de Ben Laden. Mais alors, pourquoi tous ces rapports n'ont pas été pris en compte? Dans la version officielle, apparemment personne n'aurait pu assembler le puzzle à temps, avec des incohérences et une mauvaise communication entre la CIA et le FBI notamment. Sauf qu'aux yeux du monde, ça paraît trop suspect pour être vrai. Et ces suspicions créeront même des théories encore plus extrêmes qu'on retrouvera plus tard au niveau -6. Le matin du 11 septembre 2001, au moment exact où les avions sont détournés, l'armée américaine menait 5 exercices militaires simultanés, simulant des avions détournés s'écrasant sur des bâtiments. Voici les 3 missions des plus gros exercices. Le premier, Vigilant Guardian, faisait tout simplement de la simulation de détournement d'avions. Le deuxième, Northern Vigilance, avait envoyé toute une flotte de chasseurs en Alaska, à l'opposé total des attaques sur la côte Est. Et enfin, le dernier plus gros, Tripod 2, simulait une attaque bioterroriste à New York prévue pour le 12 septembre. Sauf que quand les vraies attaques commencent, ce jour-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la panique à bord. Il y a une confusion totale dans les chaînes de commandement. We have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys we need someone to scramble some M16s or something up there to help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Dans les enregistrements audio des contrôleurs aériens, on entend cette phrase glaçante. Alors l'armée se justifie en disant que c'était juste une coïncidence, mais pour beaucoup de sceptiques, c'est trop gros pour être vrai. Entre le premier impact et le premier décollage de chasseurs F-15, il s'écoule 40 minutes.
Alors que normalement, quand un avion de ligne perd le contact radio, l'interception est automatique et le protocole standard est d'environ 10 à 15 minutes. En plus, celui qui donnait les ordres dans le bunker présidentiel ce matin-là, c'est cet homme. Il s'agit de Dick Cheney. Il aurait apparemment refusé de donner des ordres pour faire décoller des appareils pour intercepter les avions. Malheureusement, Dick Cheney refuse d'en parler encore aujourd'hui. Et même si ce silence étrange n'a pas tant été médiatisé, le retard peut être expliqué, notamment à cause du fait que les USA n'avaient aucune procédure pour ce type d'attaque. Sauf que pour la prochaine théorie, l'excuse du retard a beaucoup plus de mal à passer. It was a bitter cold but sparkling clear morning at Cape Canaveral. Here, the last seconds of the countdown. 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th. It happened just over 1 minute into flight. Quand la navette spatiale américaine Challenger explose au décollage, l'enquête est lancée le lendemain même, avec un budget de 50 millions de dollars d'office. Alors que pour le 11 septembre, la plus grande attaque terroriste de l'histoire, l'enquête est lancée 400 jours après, avec un budget initial de 3 millions de dollars, puis porté à 15 millions. Mais alors, pourquoi ce serait 3 fois moins que Challenger, alors qu'on parle là de l'attaque la plus meurtrière sur le sol américain? Parce qu'en plus, ce ne sont pas les politiques qui ont insisté pour cette enquête. Ce sont les familles des victimes. Pendant plus d'1 an, elles ont dû supplier pour obtenir des réponses. Et la réponse officielle sur ce délai abyssal, c'est « ce n'était pas le moment, le pays était en guerre ». Pour beaucoup, c'est un énorme mensonge qui a beaucoup trop de mal à passer et qui va signer le début des problèmes. Parce que à ça vont s'accumuler d'autres questionnements des foules, qui vont continuer à rendre de plus en plus la population américaine suspicieuse. Les 19 terroristes qui ont embarqué le matin du 11 septembre ont tous passé les sécurités avec des cutters et des petits couteaux. Sur le papier, c'était autorisé à l'époque, et c'est bien vrai. Mais ce qui est moins rappelé sur les rapports, c'est que plusieurs d'entre eux ont déclenché l'alarme du système antiterroriste CAPPS. Sauf que finalement, la sécurité a juste vérifié leur bagage en soute, et c'est tout. Il n'y a pas eu d'interrogatoire approfondi, pas de fouilles au corps, ils finiront tous par monter dans les avions. Apparemment, ça aussi sur le papier c'était autorisé à l'époque car les sécurités d'aéroports n'étaient pas du tout préparées pour ce genre d'attaque. En effet, ce que craignaient vraiment les aéroports à l'époque, c'était des détournements pour des demandes de rançon. Ils étaient vraiment des années-lumière de s'imaginer qu'un tel attentat pouvait être commis. Partons un peu de la province de New York et allons rendre visite à George W. Bush le matin du 11 septembre. Il est 9h05 et il est dans une petite école primaire en Floride. Il lit La Petite Chèvre à des enfants de maternelle. Son chef de cabinet Andrew Card s'approche de lui et lui chuchote à l'oreille « Un deuxième avion a frappé la deuxième tour. L'Amérique est attaquée. » Bush hoche la tête, il reste assis mais ne bouge pas. Pendant les 7 prochaines minutes, il va continuer à lire le petit livre pour enfants devant la classe tout entière. Alors qu'en même temps, toutes les caméras du monde sont braquées sur lui. En plus, son agenda ce jour-là était public, n'importe qui savait où il était. Et Al-Qaïda aurait pu très bien envoyer un avion sur cette école. Mais pourtant, Bush reste assis, tranquillement comme s'il savait qu'il n'avait rien à craindre. Ce que dit la justification officielle, c'est qu'il ne voulait pas affoler les enfants. Sauf que quelque chose cloche. Pourquoi il ne se fait pas évacuer? Enfin, il y avait plein d'agents du Secret Service et leur job, c'est de protéger le président au péril de leur vie. Encore une fois, officiellement, partir en précipité aurait pu mettre en danger encore plus le président. C'est pourquoi les services de sécurité ont préféré temporiser, préparer la fuite en Air Force One, plutôt que fuir dans la panique et créer des suraccidents. Le Pentagone, c'est le centre nerveux de l'armée américaine, l'un des bâtiments les plus surveillés au monde, comportant des dizaines de caméras de sécurité partout. Et pourtant, il n'existe aucune vidéo claire de l'impact. Bon, je chipote un peu parce qu'il y en a une. Elle a été déclassifiée des années et des années après les attentats, et ça ressemble à ça. Oui, on n'y voit presque rien. Un flash, une explosion et le tout en 3 images par seconde. Mais encore, si ça s'arrêtait là. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Parce qu'on sait que la station-service de Citgo juste à côté avait des caméras pointées vers le Pentagone. Le FBI les a confisquées dans les 15 minutes. L'hôtel Sheraton en face avait aussi des caméras qui auraient pu apporter des preuves. Confisquées. Le Virginia Department of Transportation avait des caméras sur l'autoroute. Confisquées. Mais alors, pourquoi, si c'est vraiment un Boeing qui a frappé le bâtiment, pourquoi vouloir le cacher? À moins que ce qu'on verrait sur ces vidéos ne corresponde pas vraiment à la version officielle. Et c'est comme ça que la théorie du missile est née. Comme quoi les États-Unis se seraient auto-tirés dessus et maquilleraient ça en
De plus, certains sceptiques expliquent tous que faire cracher un avion comme ça en rase-motte semble totalement impossible à cause de l'effet de sol qui aurait créé un coussin d'air empêchant de rejoindre le sol. Sans parler du fait que les pilotes n'avaient absolument pas le niveau pour de telles manœuvres. Quand on est en altitude, de descendre à un certain point pour aller en toucher un autre, parce qu'il faut avoir ou moduler son angle de descente. En plus, ils étaient en virage, donc il faut savoir que plus tu vas vite, plus ton radius va être long, moins tu vas vite, plus tu peux tourner court. Et les types étaient en descente et en virage pour aller choper un truc pas si large que ça. Ils étaient très expérimentés. Mais ils l'étaient pas, puisqu'ils sortaient du Cessna, les mecs. Mais bon, la théorie du Pentagone a encore plein de mystères et je suis sûr qu'on va retrouver des éléments au niveau -6. Mais avant ça, direction le niveau -2. Je crois qu'on a un petit problème technique avec l'ascenseur. Mais vous en faites pas, dans une petite minute, normalement, ça devrait être réglé. Vous savez, pour toutes ces théories que vous allez découvrir dans cette vidéo, beaucoup viennent des fichiers que la CIA a récupérés pendant le raid d'Abbottabad en 2011. En effet, quand les Navy Seals ont fait irruption dans ce complexe, ils ont récupéré des centaines et des centaines de disques durs. C'était littéralement des téraoctets de données sur Al-Qaïda. Vous savez ce qui est dingue, c'est que si Ben Laden avait utilisé O2Switch, on aurait eu beaucoup moins de données. Parce que oui, O2Switch, c'est un hébergeur web français basé à Clermont-Ferrand avec ses propres data centers, refroidi par le climat de la région. Et venant de là-bas, je vous assure que connaissant la température, le refroidissement doit très bien marcher, surtout en ce moment. Mais c'est pas le seul avantage, parce qu'avec ça, vos données sont physiquement en France, et donc soumises aux lois françaises, ce qui permet déjà d'ajouter une couche de protection supplémentaire. Mais c'est que le début. En effet, ils ont développé TigerGuard, un antivirus basé sur l'intelligence artificielle qui analyse votre hébergement en temps réel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dès qu'une menace est détectée, elle est corrigée automatiquement. Autant dire que si Ben Laden avait eu ça, la CIA aurait eu beaucoup plus de mal à chiffrer les données des disques durs. Et surtout avec l'offre cloud de O2Switch, vos données sont précieusement sauvegardées tous les jours dans un data center distant. En gros, même si on prend le pire scénario, quelqu'un rentre chez vous et prend tous vos données, tous vos appareils, grâce à O2Switch, tout sera sauvegardé quand même. Et d'ailleurs, cette offre cloud, c'est vraiment pas rien. En effet, on est sur du 12 vCPU et du 48 Go de RAM. Avec ça, je te le dis, tu peux absolument tout garder au chaud. Des bases de données, des sites web, de la bande passante illimitée et aussi tes albums photos. Et en plus, si tu veux héberger des sites web, t'as le nom de domaine inclus. En plus, en ce moment, t'as une énorme promo. Et mon code promo TWILO10 est cumulable sur la première année. Donc déjà que c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché, avec mon code, c'est vraiment imbattable. Tu peux pas faire mieux. Alors oui, je dis pas que Ben Laden aurait dû utiliser O2Switch évidemment, mais la sécurité de vos données, c'est pas une blague. Merci énormément à eux de soutenir la chaîne et permettre ce genre de vidéos. Et maintenant, retournons dans notre iceberg. On arrive maintenant sur l'un des niveaux les plus importants de tout l'iceberg. En effet, une grande partie des choses que vous allez apprendre ici est confirmée par des agents du FBI, par des documents déclassifiés récemment et par Richard Clark, littéralement l'ancien chef de la lutte antiterroriste sous Clinton et Bush. Fin 1999, la CIA et la NSA écoutent ce qu'on appelle la ADA Home Switchboard au Yémen. En gros, c'est le standard téléphonique utilisé par Al-Qaïda pour communiquer. Ils interceptent une info cruciale, Khalid Al-Mindar, un des futurs pirates de l'air, va voyager. Destination Kuala Lumpur en Malaisie, pour une réunion un peu spéciale, une réunion avec deux terroristes. 5 janvier 2000, Al-Mindar arrive à Dubaï. La CIA arrange alors une fouille de sa chambre d'hôtel pendant qu'il dort. Il trouve son passeport. Dedans, il découvre un visa américain délivré par le consulat américain de Jeddah en Arabie Saoudite. Mais devinez qui était le chef de la CIA à Jeddah à ce moment-là? John Brennan, oui, le futur directeur de la CIA sous Obama. Et des documents récemment déclassifiés en 2024 révèlent, et je cite, les visas ont été délivrés pour faciliter une opération menée par les Saoudiens et la CIA. Un lien qui reste quand même assez étrange. Nous sommes maintenant en janvier 2000, Al-Mindar arrive enfin à Kuala Lumpur pour la fameuse réunion terroriste. Tout est surveillé par la CIA et les services malaisiens, mais ils ne vont pas agir, ils vont juste observer. Al-Mindar rencontre d'autres membres d'Al-Qaïda, dont Nawaf Al-Azmi, un autre futur pirate de l'air lors du 11 septembre. Sauf que cette réunion n'aurait jamais dû arriver. En effet, un ancien agent du FBI, Mark Rossini, va témoigner. Celui-ci avait essayé d'envoyer le passeport d'Al-Mindar qu'il avait trouvé dans son hôtel à Dubaï à la CIA pour qu'il puisse l'analyser et ainsi pouvoir ensuite organiser une arrestation pendant cette réunion. We gotta tell the FBI. And then she said to me, no. It's not the FBI's case, not the FBI's jurisdiction. So I go tell Doug, and I'm like, Doug, what can we do? If we had picked up the phone and called the bureau, I would have been violating the law. I would have broken the law.
I would have been removed from the building that day. I would have had my clearances suspended and I would have been gone. Ce serait ce que Marc Rossini aurait reçu en pleine poire. La CIA aurait donc volontairement empêché le FBI de savoir que 2 terroristes d'Al-Qaïda allaient entrer sur le territoire américain. Mais alors, pourquoi ? Al-Mindar et Al-Azmi, les 2 compères, prennent un vol United Airlines pour Los Angeles. La CIA le fait, elle peut lancer une arrestation, mais encore une fois, elle ne prévient pas le FBI. Cela permet donc aux 2 pirates de l'air d'atterrir tranquillement en Californie. Ici, ils sont accueillis par Omar Al-Bouyami, ce saoudien mystérieux dont je vous ai parlé au niveau 0. Al-Bouyami va tout faire pour eux, trouver un appartement, co-signer le bail, ouvrir un compte bancaire et même les aider à obtenir le permis de conduire. Mais il y a un problème. Avant l'arrivée des 2 terroristes, Al-Bouyami recevait un salaire de l'ambassade saoudienne de seulement $465 par mois. Sauf que, étrangement, dès l'arrivée des 2 pirates, son salaire explose. $3700 par mois, pendant exactement la période où il aide Azmi et Mindar à s'installer. Les documents déclassifiés en 2016, les fameuses 28 pages censurées, révèlent même qu'Al-Bouyami recevait de l'argent de comptes liés à Haifa bin Faisal. On parle quand même là de l'épouse du prince Bandar, l'ambassadeur saoudien aux États-Unis. Mais c'est pas tout, parce que l'argent transitait aussi vers Osama Basnan, un proche d'Al-Bouyami qui a rencontré des terroristes plusieurs fois. De plus, en 1999, Al-Bouyami filme des bâtiments gouvernementaux à Washington, le Capitole et d'autres ambassades. Et quand la police britannique fait une descente chez lui après le 9/11, il trouve dans un de ses carnets un dessin d'avion avec des calculs de vol. Pour beaucoup, Omar Al-Bouyami n'était pas un étudiant sympa, c'était un agent. Mais ça va s'empirer parce qu'aujourd'hui, Al-Bouyami est introuvable. En effet, après avoir aidé des terroristes à s'implanter, après le 9/11, il aurait tout simplement disparu en Arabie Saoudite. Al-Mindar repart au Yémen début 2000. Il prétend perdre son passeport, alors il retourne à Jeddah en Arabie Saoudite et obtient un nouveau passeport. Sauf que les services secrets saoudiens y mettent une puce électronique indiquant menace pour le royaume. Mais c'est étrange parce que Al-Mindar, quand il rentre aux États-Unis le 4 juillet 2001, il n'a absolument aucun problème à entrer dans le territoire. Mais alors, pourquoi son propre pays se méfierait alors que pour les États-Unis, il arrive à obtenir facilement un visa multi-entrée ? Mais c'est pas tout, parce que quelques jours avant, il y avait une réunion FBI-CIA à New York sur l'attentat contre l'USS Cole, dans lequel Al-Mindar était impliqué. Un agent du FBI voit une photo d'Al-Mindar prise à Kuala Lumpur et demande à la CIA c'est qui. Là on pourrait se dire que enfin quand même, ils sont ensemble, la CIA et le FBI, ils peuvent se coordonner pour faire une arrestation, non ? La CIA refusera de répondre. Ce n'est qu'en août 2001, un mois avant les attentats, que la CIA prévient enfin le FBI. C'est beaucoup trop tard. Et pour beaucoup, cette mauvaise coordination entre la CIA et le FBI n'est pas un hasard, c'est pas une erreur, c'est fait exprès. Mais ce n'est pas tout. Je vous rappelle qu'on est encore qu'au niveau -2, il y a encore beaucoup de choses à voir. Et à chaque fois, ce sera de plus en plus sombre. La CIA ne serait apparemment pas la seule responsable, car le FBI avait aussi complètement foiré de son côté. Al-Azmi et Al-Mindar ont vécu pendant un certain temps chez un informateur du FBI, nommé Abdusattar Saïk. Le FBI ne l'a jamais su. En août 2001, Zacharias Moussaoui est arrêté pour comportement suspect dans une école de pilotage. Vous vous rappelez les questions un peu étranges sur une certaine tour? Ça vous dit quelque chose? On en avait déjà parlé dans le niveau 0. Sauf que cette arrestation a fait tellement de bruit que le FBI de Minneapolis veut fouiller son ordinateur portable. Le FBI de Washington refuse. En juillet 2001, un agent du FBI de Phoenix envoie un mémo au siège, disant qu'il pense qu'il y a un effort coordonné d'Oussama Ben Laden pour envoyer des gens aux États-Unis recevoir une formation de pilote. Le mémo n'arrivera jamais au siège. Mais alors, pourquoi c'était tellement important ? Apparemment, ce serait parce qu'en 2003, le FBI n'avait toujours pas de système email fonctionnel et que les dossiers n'étaient pas numérisés. Il aurait fallu 12 commandes informatiques juste pour sauvegarder un document. Après le 11 septembre, Bush résiste pendant 400 jours à lancer une enquête indépendante. Il finit par céder sous la pression. Ça, on est d'accord, on l'a déjà vu. Sauf que ça va plus loin cette histoire. En effet, son premier choix pour présider la commission, c'est Henry Kissinger. C'est un des hommes qui a la pire réputation aux États-Unis, considéré comme un criminel de guerre notoire. Notamment pour avoir pris des décisions ayant tué ensuite des centaines de milliers de personnes sans jamais qu'il soit jugé. Sauf que rapidement, tout va basculer. Lors d'une conférence de presse, les familles vont le confronter directement. Représentez-vous des membres de la famille royale saoudienne? Représentez-vous des membres de la famille de Ben Laden? Kissinger va vite devenir nerveux. Il va renverser son café et finira même par démissionner dès le lendemain. Bon, on peut se dire que c'était un petit loupé. Maintenant, ils vont mettre un remplaçant capable. Sauf que le nouveau directeur exécutif de la commission devient Philippe Zelikow, présenté comme un historien impartial. Pour beaucoup, c'est un mensonge total. En effet, Zelikow est un conseiller actif de l'administration Bush.
Il avait coécrit un livre avec Condoleezza Rice en 1995. C'est littéralement la conseillère à la sécurité nationale de George W. Bush. Mais il avait aussi fait partie de son équipe de transition en 2002. Il avait aussi rédigé un document de politique défendant les invasions préventives, qui a même servi plus tard de base intellectuelle pour voter les lois sur l'invasion en Irak. Mais c'est pas tout, parce que Zelikow il n'a pas écrit que ça. En mars 2003, avant même que l'enquête commence, Zelikow préécrit aussi le rapport complet. Plan détaillé, chapitre sous chapitre, tout est déjà décidé dans sa tête. Il va ensuite pouvoir contrôler tout le processus d'embauche de salariés pour l'enquête. Il va aussi restreindre l'accès aux documents sensibles et supervisera personnellement l'équipe qui enquêtera sur la CIA. Sans parler du fait que les logs téléphoniques de son assistante montrent qu'il recevait des appels réguliers de Condoleezza Rice et de Karl Rove, le stratège politique en chef de Bush. Et même si Zelikow nie d'avoir discuté de la commission avec eux, alors de quoi pouvait-il bien parler? Après tous ces éléments, le rapport sera quand même publié, mais il y a un problème, parce que si on cherche l'expression « nous n'avons aucune preuve », on la retrouve 61 fois dans tout le rapport. C'est énorme. Et pour les sceptiques, l'astuce est simple. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Et c'est comme ça que pour une grande part de la population américaine, la commission du 9/11 était une fraude du début à la fin. Mais alors, pourquoi tout ça? Pourquoi autant de flou et d'éléments chelous? Je me sers des premiers niveaux pour amorcer certaines théories, mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les réponses à la fin. Mais maintenant, on va parler d'argent, et ça devrait, j'espère, pouvoir nous éclairer un peu. Si vous voulez comprendre un crime, suivez toujours l'argent. Bon, j'avoue, c'est pas de moi, c'est de Mark Felt pour les connaisseurs. Mais je trouve que ça collait pas mal avec cet iceberg. Parce qu'en remontant petit à petit les traces de l'argent, j'ai trouvé pas mal d'éléments de réponse. Dans les jours qui précèdent le 11 septembre, quelque chose de très étrange se passe sur les marchés financiers. Des volumes anormaux de ce qu'on appelle des put options, c'est une sorte de pari financier très risqué. En gros, tu paries sur la baisse d'une action, si elle s'effondre, tu gagnes des millions. Eh bien, comment dire ? Le 10 septembre 2001, American Airlines, c'est 1535 contrats passés. Alors que pourtant la semaine précédente, c'était seulement 24 contrats. Soit une augmentation de 6400% en une journée seulement. Mais ça va pas s'arrêter là. En effet, le 6 septembre, United Airlines constate 4744 contrats passés. 4 fois plus que la moyenne. Puis le 10 septembre, pour Morgan Stanley, une entreprise qui avait ses bureaux directement dans les tours jumelles, c'est 2157 contrats, alors que la moyenne habituelle était de 27. Soit encore une augmentation, mais cette fois-ci de 7900% en une journée. Pour beaucoup, ces logs des marchés parlent à la place des politiques. Quelqu'un savait que ces entreprises allaient s'effondrer et cette personne avait parié des millions dessus. La SEC, l'autorité des marchés financiers américains, ouvre une enquête dès le 12 septembre. Eux, ils n'ont pas attendu 400 jours, sauf que la conclusion va tomber très vite après. Encore une fois, aucune preuve de délit d'initié a été trouvée. Mais c'est bizarre parce que pourtant, le rapport officiel du 9/11 dont on a parlé récemment, ils disent justement que 95% des transactions contre United Airlines ont été faites par un seul investisseur institutionnel américain. Mais alors, de qui s'agit-il? Ça pourrait donner plein d'indices pour l'enquête. Encore une fois, le gouvernement américain refuse de le dire, même 25 ans plus tard. Selon des théories, ces ordres venaient de grandes banques internationales, comme Deutsche Bank ou Alex Brown. Et devinez qui était le directeur exécutif d'Alex Brown avant de rejoindre la CIA? Buzzy Conrad, qui est ensuite devenu le numéro 3 de la CIA en 2001. Cette enquête a ensuite été classée sans explication et des centaines de millions de dollars de gains suspects ont été gagnés par un drame. Comme ça, sans qu'aucune personne ne soit jamais inquiétée. Et honnêtement, ça c'est l'une des théories les plus louches et aussi les plus solides, parce que les autorités n'apportent pas tellement de contre-arguments. Là, on est plutôt sur du « non mais t'inquiète, y a rien à voir, passe ta route ». En juillet 2001, 6 semaines exactement avant les attentats, Larry Silverstein, promoteur immobilier, signe un bail de 99 années pour le World Trade Center. Montant de l'opération, 3,2 milliards de dollars. Et heureusement pour lui, il fait quelque chose de très prévoyant. Il signe une assurance tout risque contre les attaques terroristes. C'est fou quand même la chance qu'il a. Mais ça ne va pas s'arrêter là, car après les attentats, Silverstein va réclamer 2 indemnités au lieu d'une. Son argument, c'est qu'il y a eu 2 avions, donc c'est égal à 2 attaques, donc 2 fois plus de gains à l'assurance. Pour toutes les familles dévastées, c'est impossible que ça passe, sauf qu'il finira par gagner son procès. Il finira même par recevoir 4,6 milliards de dollars, alors qu'il avait payé 3,2 milliards. Ça nous donne donc un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars en seulement 3 mois. Et ce qui est fou, c'est que même s'il était très riche, jamais de sa vie, il a autant gagné d'argent qu'avec le contrat d'assurance sur le 9/11. Mais c'est fou de se dire qu'un homme a gagné 4,55 milliards de dollars avec la plus grande tragédie de l'histoire américaine. Mais attendez, ça devient encore plus étrange après. And so that particular morning, because of
light-colored hair and fair skin, and I'm an annuity to the dermatologist. My wife, God bless her, had made an appointment for me at the doctor. And I remember dressing to go to the doctor and finally saying to my wife, I said, sweetheart, I've got so much to do downtown. I got to cancel this. I've got to go downtown. And she said, you're not going to cancel this appointment. You're going to the dermatologist. And, having been married now to the same woman for 46 years, you get this sense of determination on occasion, their voices. And I said, okay, yes, dear, I'll go. And then just minutes later, received a telephone call to turn on a television set and witnessed this horrendous circumstance, the first plane hitting and then the second plane hitting. Of course, with the second hit, it became obvious that this was terrorism. Ok, donc le matin du 11 septembre, Larry Silverstein avait un rendez-vous d'affaires dans la Tour Nord, comme tous les matins. Sauf que ce matin-là, étrangement, il n'y va pas. Il aurait eu un rendez-vous chez le dermatologue et sa femme aurait insisté pour qu'il y aille. Honnêtement, c'est une énorme chance. Ah, ça s'arrête pas là. On me dit un truc dans l'oreillette. Apparemment, ces deux enfants qui travaillaient aussi dans les tours avaient eu un empêchement ce matin-là. Étrange. Mais ce qui a vraiment trigger les sceptiques, c'est que quelques mois après les attentats, Silverstein donnera une interview télévisée où il reviendra sur le drame. Et plus particulièrement sur l'éboulement dans le bâtiment 7. Pour info, pull it, dans le jargon de la démolition contrôlée d'immeubles qu'on peut voir par exemple sur ces vidéos-là, ça veut dire détruire. En gros, faire sauter les explosifs. Il se défendra en disant qu'il parlait d'évacuer les pompiers, mais le bâtiment 7 s'est effondré exactement comme lors d'une démolition contrôlée. Verticalement, comme ça, sur lui-même, en seulement 7 secondes. C'est une théorie très avancée par les sceptiques, et pour eux, toutes ces coïncidences ne passent pas. Vous connaissez évidemment George W. Bush. Mais est-ce que vous connaissez aussi Marvin Bush, le petit frère dont personne ne parle ? Pourtant, de 1993 à 2000, il était conseiller au Securacom. Ça vous parle peut-être pas, mais c'est la compagnie qui gérait la sécurité du World Trade Center. Mais aussi de l'aéroport Dulles. Ou Dulles, je sais pas. Mais en tout cas, c'est celui d'où est parti le vol qui a justement frappé le Pentagone. Et son contrat avec le World Trade Center se termine en septembre 2001. Exactement le 11 septembre. Encore une coïncidence, sauf que dans les semaines qui précèdent les attentats, des témoins rapportent des travaux de maintenance inhabituels dans les tours. Tout ça fait par des équipes inconnues au bataillon et des étages entiers étaient aussi fermés. Sans parler de coupures d'électricité récurrentes. Personne n'a jamais su ce qu'ils faisaient. Pour beaucoup, c'était juste des simples travaux de rénovation, mais on reviendra sur ça plus tard. Sous le World Trade Center, vous le savez peut-être pas, mais il y avait des coffres-forts appartenant à des banques, avec un contenu estimé à plusieurs milliards de dollars en or, argent et autres valeurs. Après les attentats, officiellement, tout a été récupéré. Mais les chiffres ne collent pas. Dans les caisses, des milliards ont disparu. De plus, certains témoins auraient aperçu des camions blindés quittant le site dans la nuit du 11 septembre. Aucun inventaire public n'a jamais été publié. Le 26 octobre 2001, seulement 45 jours après les attentats, le Patriot Act est voté. On parle d'ici de 342 pages de loi, une loi qui donne au gouvernement des pouvoirs de surveillance sans précédent sur leur population. Écoute sans mandat, détention sans procès, surveillance de masse, torture légalisée sous le nom d'interrogation renforcée. 342 pages, rédigées, débattues, remis en question en seulement 45 jours. Pour beaucoup, c'est impossible, à moins que cette loi a été déjà écrite en amont, avant le 11 septembre, et qu'elle attendait juste le bon prétexte pour sortir. Le sénateur Ron Paul l'a dit publiquement, cette loi était prête avant les attentats. Je cite, elle attendait juste qu'on ait peur. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple américain était en état de choc, ils auraient voté n'importe quoi pour se sentir plus en sécurité selon lui. Et en plus, selon plusieurs témoignages, le Patriot Act a été voté sans même être lu par la majorité des sénateurs. En effet considéré comme trop long et qu'il n'aurait pas le temps. « 15 des 19 pirates de l'air étaient saoudiens. Lisez ça encore une fois, 15 sur 19. Et pourtant, les États-Unis n'ont jamais attaqué l'Arabie Saoudite. Ils ont pourtant attaqué l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, l'Irak, mais jamais l'Arabie Saoudite. Alors, pourquoi ? Pour beaucoup, c'est parce que les États-Unis dépendent directement du pétrole soudanais. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet, on le retrouvera plus tard. En 2002, une enquête du Congrès produit un rapport de 800 pages sur le 11 septembre. Mais dans ce gros paquet de feuilles, 28 pages sont entièrement censurées. Tout est directement classifié top secret. Pendant 13 ans, ces pages restent secrètes au public. Et les familles des victimes se battent pour les rendre publiques. Alors, en 2016, quand Obama prend le pouvoir, il décide de les déclassifier. En même temps, il n'avait pas trop de choix, il l'avait mis dans son mandat de campagne. Et ce qu'on y découvre alors est explosif.
Est-ce que vous vous rappelez de Omar Al-Bouyami? On en a déjà parlé plus tôt. Eh bien, grâce à ce rapport qui a été caché pendant de si longues années, on a découvert des choses encore plus approfondies et intrigantes sur lui, comme si c'était pas assez. Vous vous rappelez, Omar Al-Bouyami, c'est un grand chanceux dans la vie. Il recevait des salaires de un peu tout le monde. Ça, on l'a déjà vu au niveau -1. Mais ces pages qui avaient été censurées révèlent aussi que l'argent venait de l'épouse du prince Bandar, l'ambassadeur saoudien aux États-Unis. L'argent transitait ensuite vers Osama Basnan, un proche de Al-Bouyami, qui a aussi rencontré les terroristes plusieurs fois. Ça aussi, on l'a vu au niveau -1. Mais c'est pas tout, parce que maintenant, les 28 pages mentionnent de nouveaux éléments. Notamment Fahad Al-Toumari, un imam au consulat saoudien de Los Angeles, qui aurait aussi été en contact avec les terroristes. Après le 11 septembre, il est expulsé des États-Unis, mais jamais interrogé publiquement. Jamais poursuivi. Encore une fois, pourquoi? Il aurait pu apporter beaucoup à l'enquête pourtant. En 2003, un juge fédéral autorise les familles des victimes à poursuivre l'Arabie Saoudite en justice. Après 22 ans, la juge estime enfin qu'il y a assez de preuves pour poursuivre le pays. Sauf que évidemment, l'Arabie Saoudite nie tout. Et ça, encore une fois, ça va éveiller d'autres soupçons et d'autres théories. Pourquoi on a un peu cette impression que les USA protègent l'Arabie Saoudite? J'en ai parlé un peu avant. Le pétrole, l'argent. Pourquoi pas? On sait que l'Arabie Saoudite est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et les États-Unis en dépendent économiquement. En plus, il y a aussi des contrats d'armement. Des centaines de milliards de dollars de vente d'armes, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon. Toutes ces armes n'existeraient pas sans les matériaux d'un seul pays, vous l'avez compris, l'Arabie Saoudite. Alors oui, Al-Qaïda a commis des attentats. Mais qui a aidé Al-Qaïda? Qui a financé? Qui a fermé les yeux sur ça? On descend maintenant au niveau -4 et on va arriver sur des éléments concrets et physiques. Je sais que beaucoup l'attendent. Comment la tour 7 du World Trade Center s'est écroulée alors qu'elle a même pas été touchée par un avion? C'est quoi le délire avec les vidéos pour le Pentagone? Parce que oui, contrairement à la destruction des tours jumelles qui a été vraiment avérée, c'est un avion qui est rentré dedans, ces deux bâtiments semblent bien plus énigmatiques. En effet, pour beaucoup, ce qui s'est passé ce jour-là défie littéralement les lois de la physique. Le vol American Airlines 77, c'était un Boeing 757 de 48 mètres d'envergure et de 38 mètres de long. Tout ça propulsé en l'air par deux moteurs en titane de 6 tonnes chacun. À 9h37 exactement, il va se crasher sur le Pentagone. On s'était déjà posé la question au niveau -1 de pourquoi il n'y avait pas de vidéo claire. Mais la vérité, c'est qu'il y a encore pas mal de choses à explorer sur le site. Regardez les photos juste après l'impact, vous voyez quoi? Un trou d'environ 5 mètres de diamètre, mais par contre, pas d'aile visible, pas de moteur, pas de queue. Et c'est ici que pour beaucoup d'Américains, ça collait pas. Comment un Boeing 757 de 48 mètres d'envergure peut laisser un trou de 5 mètres? Alors, dans la version officielle, l'avion se serait désintégré sur le coup. Ok, d'accord, mais les moteurs en titane, qui pèsent 6 tonnes chacun, on ne les retrouve pas. Et puis, regardez la pelouse devant le Pentagone. Sur les photos, elle paraît impeccable. On ne remarque aucune trace d'impact et surtout aucune marque de frottement. Mais alors comment un avion qui vole à 850 km/h à ras du sol ne laisse aucune trace sur l'herbe? Pour les familles et les sceptiques, c'est inconcevable. Mais ce n'est pas tout. 5 weeks ago at the Freeway Airport in Bowie, according to Marcel Bernard, the chief instructor here, a young man named Hani Hanjour showed up in search of a small plane to rent. He first had to prove his skill to the flight school's instructors. We flew 3 separate occasions, second week of August in about a week's period. After those 3 flights, the instructors that had flown with him had informed him that his skills were so poor overall that they were going to insist that he do more flight training with us before we'd let him rent our aircraft. Le pilote, si je peux l'appeler comme ça, qui s'est crashé ce matin-là dans le Pentagone était Hani Hanjour. Il était décrit par ses instructeurs de vol comme le pire élève qu'ils aient jamais eu. Il a échoué plusieurs fois son examen de pilote privé juste pour des petits Cessna. Et pourtant, il aurait réussi une manœuvre que tous les pilotes professionnels s'accordent à dire qu'elle est impossible. Parce qu'on parle quand même là d'un virage en descente à 330 degrés, à 850 km/h, pour finir la course à moins de 10 mètres du sol en visant parfaitement un bâtiment de 20 mètres de haut. Des pilotes de ligne avec 20 ans d'expérience ont essayé la même manœuvre sur simulateur, ils l'ont tous échoué. Mais Hani Hanjour, qui ne sait pas piloter un Cessna, réussit ça parfaitement du premier coup. Encore une fois, pour beaucoup, c'est juste trop gros pour passer.
Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus étrange et absurde. Le passeport de Mohamed Atta, un des hommes qui a détourné un avion en direction des tours jumelles, eh bien son passeport aurait été retrouvé près du rez-de-chaussée des tours. Pourtant, un avion qui s'écrase à 800 km/h dans une tour, l'avion se désintègre, les corps des passagers se désintègrent aussi, les boîtes noires aussi, alors que c'est censé être la partie la plus solide de l'avion. Pourtant, le passeport en papier traverse l'explosion, l'incendie de plusieurs heures, l'effondrement de la tour et atterrit intact dans la rue. Comment une telle chose est-elle possible? Et ce qui est vraiment bizarre, c'est que dans la version officielle, ils annoncent que ça arrive parfois dans les crashs d'avion. Voilà, ça peut arriver, c'est une éventualité. Le bâtiment 7 du World Trade Center comportait 47 étages, tous reliés par une solide structure en acier. Ce bâtiment, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il n'a pas été touché par un avion, mais pourtant, à 17h20, il s'effondre, verticalement en 7 secondes. Exactement comme lors d'une démolition contrôlée à l'explosif. Alors, la NIST, l'Institut National des Normes et de la Technologie, dit que ça cause des incendies. En effet, les incendies provoqués par les 2 premières tours auraient affaibli une colonne centrale, déclenchant un effondrement en cascade, sauf que le problème, c'est que aucun gratte-ciel en acier ne s'est jamais effondré à cause d'un incendie. Jamais. Ou jamais avant le 11 septembre. Par exemple, les sceptiques reprennent souvent l'exemple du One Meridian Plaza à Philadelphie. Celui-ci a brûlé pendant 18 heures, mais il ne s'est pas effondré. Il y a aussi le Windsor Building à Madrid qui a brûlé pendant 20 heures mais qui ne s'est pas effondré. Sauf que le Building 7, après quelques heures d'incendie, il s'effondre parfaitement sur lui-même en 7 secondes. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce possible ? Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago I was talking about the Salomon Brothers building collapsing. And indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. And it seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. L'un des moments les plus gênants de cette tragédie, c'est quand la BBC va annoncer l'effondrement du Building 7 en direct 20 minutes avant qu'il ne s'effondre réellement. J'imagine que pas mal de spectateurs ont dû être troublés à ce moment-là si on regardait l'émission en direct. En effet, la journaliste va bien dire le bâtiment 7 du World Trade Center s'est effondré. Sauf que sur l'image derrière elle, on voit le bâtiment toujours debout. Mais alors comment une journaliste peut-elle annoncer un effondrement alors que le bâtiment était encore visible juste derrière elle? La BBC s'est vite défendue en disant que c'était une erreur dans le chaos des événements et qu'il y avait une confusion entre les rédactions. Pour les sceptiques, c'était encore quelque chose qui avait été planifié à l'avance. Mais honnêtement, je trouve ça assez louche, la journaliste débutée, et pourquoi prendre le risque de la prévenir en personne alors qu'elle aurait pu finir par l'annoncer d'elle-même juste 20 minutes plus tard. Et l'excuse des rédactions est assez crédible quand on sait que c'était vraiment le chaos en fait dans toute l'Amérique et dans le monde entier ce jour-là. En 2009, une équipe de scientifiques publie une étude dans une revue à comité de lecture. En effet, ils auraient analysé des échantillons de poussière du World Trade Center. Et le résultat indiquerait la présence de nanothermites. Alors, la nanothermite, c'est un explosif militaire de haute technologie, utilisé pour couper l'acier. Elle est d'ailleurs utilisée notamment dans les démolitions contrôlées. Cette étude a été immédiatement attaquée. Apparemment, les échantillons auraient été contaminés, les méthodes de test seraient douteuses dans des laboratoires franchement pas très sérieux, et qu'il n'y avait juste pas de preuves concluantes. Le NIST refusera même d'examiner les échantillons. Mais alors, pourquoi? Si c'est faux, normalement ce serait facile à prouver, non? Après, ça aussi comme théorie, ça reste assez peu probable. Car même si le NIST a refusé d'analyser les échantillons, certainement pour ne pas trop donner de crédibilité à l'affaire, des laboratoires indépendants auraient tiré leurs conclusions, il s'agirait seulement d'écailles de peinture. Mais on n'a pas encore touché le fond, parce que là on va descendre au niveau -5, et on va parler de Tora Bora, avec une théorie qui voudrait littéralement montrer comment les États-Unis ont laissé filer Ben Laden. Nous sommes en décembre 2001. 2 mois après le début de la guerre en Afghanistan, Ben Laden est localisé à Tora Bora, un réseau de grottes et de tunnels dans les montagnes afghanes. À ce moment-là, tout le monde se dit que l'ennemi numéro 1 est fait comme un rat. Sauf qu'alors qu'il était censé être totalement encerclé, il va réussir à s'échapper et c'est pas un hasard.
Gary Bernstein, le chef de la CIA à ce moment-là, était sur le terrain à Tora Bora. Et il a d'ailleurs écrit un livre après coup qui s'appelle Joe Breaker. Dans ce livre, il explique qu'il aurait supplié Washington d'envoyer des Rangers américains pour boucler complètement la zone. Lui, il voulait 800 hommes, sauf que la réponse de Washington l'a vraiment surpris. Ils vont lui dire que ça va pas être possible et qu'il va devoir se débrouiller par ses propres moyens. Notamment en passant par des milices afghanes locales, des chefs de guerre peu fiables, parfois corrompus et surtout pas assez nombreux. Bernstein le dit clairement dans son ouvrage, on aurait pu l'avoir, on avait les moyens, mais Washington a refusé. Mais alors, encore une fois, pourquoi ? Parce qu'en plus, les conséquences vont être gravissimes. Entre le 14 et le 16 décembre 2001, des routes vers le Pakistan sont laissées ouvertes. Des routes sans blocus complet, sans surveillance aérienne 24 heures sur 24, et voyant cette ouverture se dessiner, Ben Laden va en profiter. Il sait que ce sera sa seule chance et il va traverser la frontière avant de disparaître pendant 10 ans. Pour beaucoup, c'est un énorme raté. Il y avait des satellites, des drones et des milliers de soldats sur place, et pourtant, l'armée américaine va laisser le terroriste le plus recherché au monde s'échapper. Pour beaucoup, soit c'est de l'incompétence massive, soit c'est volontaire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour tous les analystes de l'époque, c'est l'un des plus grands ratés de l'histoire des États-Unis. À cause de cet échec, une théorie est née. Si Ben Laden est capturé en décembre 2001, la guerre se serait arrêtée. La mission aurait été accomplie et toutes les troupes seraient rentrées à la maison. Mais attends, si Ben Laden reste en fuite, la guerre continue, non ? Et pendant des années, des décennies même. Et parallèlement, qui profite d'une guerre qui dure ? Évidemment les entrepreneurs de la défense, comme Lockheed Martin, Raytheon, Halliburton et des milliers de milliards de dollars de contrats militaires pendant 20 ans. Sans parler de la guerre déclenchée ensuite en Irak, qui entraînera un énorme pillage de ressources et plus de 200 000 morts innocentes directes. Pour les vicieux, Ben Laden vivant et en fuite, c'était la justification parfaite pour une guerre sans fin. À partir de ce moment-là, Ben Laden va se cacher au Pakistan pendant 10 ans, à Abbottabad. On parle quand même là d'une ville militaire, et le compound de Ben Laden se situait à 1,3 km d'une académie militaire pakistanaise. Pour beaucoup, c'était évident qu'il se cachait ici, mais pourquoi personne ne le savait ? Et si on sort un peu du biais américain, il était fort possible que le Pakistan savait aussi qu'il abritait le plus grand terroriste de tous les temps. Pourtant, le Pakistan, d'un côté, c'est l'allié officiel des États-Unis. Mais de l'autre côté, on sait tous très bien que l'ISI, les services secrets pakistanais, soutiennent les talibans. Le Pakistan a besoin des talibans pour contrôler l'Afghanistan. Et Ben Laden était leur atout. Pour beaucoup, tant qu'il était vivant, les États-Unis avaient besoin du Pakistan pour le traquer. Et le Pakistan continuait ainsi à recevoir des milliards de dollars d'aide américaine. Tout le monde y gagnait. Enfin, tout le monde y gagnait sauf les victimes. Encore une fois. Et les victimes ne s'arrêtaient d'ailleurs parfois pas seulement aux civils. Après le raid d'Abbottabad en mai 2011, des gens commencent à mourir. Tous les témoins qui posaient trop de questions, les politiques pakistanais qui enquêtaient sur le raid, pour beaucoup ils sont morts dans des accidents de voiture, des crises cardiaques soudaines ou des suicides. Le point commun de tous ces sceptiques, c'est qu'ils pensaient que Ben Laden était utile tant qu'il était vivant. Et justement, ils soutenaient beaucoup cette théorie que Ben Laden justifiait la guerre et les budgets militaires, la surveillance de masse et bien d'autres. Ils appuyaient souvent leur théorie en disant qu'il n'y avait pas de corps montré publiquement, pas de photos, pas de preuves vérifiables et qu'il avait été jeté en mer seulement quelques heures après son décès. Il y en a donc qui reprennent ce même argument pour créer des théories ensuite encore plus loufoques. Comme quoi Ben Laden était mort depuis en fait des années et des années et que c'était juste un prétexte pour justement continuer cette guerre. Bon, on descend maintenant au niveau -6, le dernier niveau, le plus profond, là où tout s'explique enfin. On arrive enfin au fond. Là où tout devient clair, là où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Et à vrai dire, ce que vous allez découvrir ici va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur Ben Laden et les attentats du 11 septembre. Après les attaques, ces deux acronymes n'ont fait que résonner dans les rues de New York. Avec LIHOP pour Let It Happen on Purpose, laisser faire volontairement en bon vieux français, et MIHOP pour Make It Happen on Purpose. Ici, le faire arriver volontairement. En gros, Let It Happen on Purpose, c'est l'idée que le gouvernement savait et a laissé faire. Alors que Make It Happen on Purpose, c'est l'idée que le gouvernement a carrément organisé les attentats. Je ne vais pas vous dire laquelle est vraie ou non, ou s'il y en a une de vraie, c'est pas le but de la vidéo. Je vais vous donner les faits, ce que j'ai pu trouver dans mes recherches, et je vous laisserai m'écrire en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse vraiment et je vais tout lire, donc lâchez-vous. Nous sommes en septembre 2000, un an avant le 11 septembre. Un penseur néo-conservateur publie un document intitulé Rebuilding America Defense.
reconstruire les défenses de l'Amérique. Les auteurs sont Dick Cheney, futur vice-président, Donald Rumsfeld, qui deviendra le futur secrétaire de la Défense, Paul Wolfowitz, futur numéro 2 du Pentagone, mais aussi notre fameux Jeb Bush, le frère de George W. Bush, lui... on le connaît déjà. Oui, c'est le frère de Bush qui était le président pendant les attentats. Donc, dans ce document, ils écrivent, et je cite, « Le processus de transformation sera probablement long, sauf si un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor se produisait. » Bon, je vous avoue que quand j'ai lu ça pour la première fois, ça m'a fait un petit choc, parce qu'ils ont quand même écrit ça juste un an avant les attentats. Et justement, en parlant de choc, ils précisent qu'il en faudra bien un même traumatique pour transformer l'Amérique et justifier leur projet militaire. Et justement, bingo, un an plus tard, ce fameux choc arrive. Coïncidence ? Pour beaucoup, ça paraît vraiment trop gros. Et pour les familles, savoir que leurs proches ont perdu la vie dans un nouveau Pearl Harbor ne peut pas être entendable. Nous sommes dans les années 1980, l'URSS envahit l'Afghanistan. À ce moment-là, les États-Unis soutiennent les Moudjahidines afghans contre les soviétiques, notamment via les services secrets du Pakistan. On parle là de milliards de dollars, d'armes et de formations militaires qui leur sont délivrées. Et parmi ces combattants Moudjahidines qui sont financés par les États-Unis, qui est présent dans le lot ? Oussama Ben Laden. Officiellement, la CIA n'a jamais financé Ben Laden directement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a financé le réseau qui l'entourait. Elle a même créé l'infrastructure qui deviendra Al-Qaïda plus tard, en les aidant pour construire des camps d'entraînement, les routes logistiques et des réseaux financiers énormes. Oui, tout ça, ça a été construit avec l'aide américaine. Et après la guerre contre l'URSS, les États-Unis vont donc partir, mais le réseau, lui, il va bien rester. Et finalement, ce réseau, il va même se retourner contre eux. C'est ce que les Américains appellent le blowback effect. L'effet boomerang en français. Mais ça ne suffit pas pour tout expliquer. Parce que si cet événement historique pour les conspirationnistes c'est du pain béni, la vérité c'est que Ben Laden a nié plusieurs fois avoir bénéficié de l'aide américaine. De plus, il y a autre chose que les sceptiques se permettent parfois d'oublier et de mentionner dans leur écran de fumée, c'est que Ben Laden était riche. Extrêmement riche. Oui, la famille de Ben Laden était l'une des plus riches d'Arabie Saoudite. Et à l'époque, ils avaient carrément des contrats de construction avec le gouvernement américain. Ils sont notamment investisseurs dans le Carlyle Group, une société d'investissement privé très puissante. Et devinez qui était conseiller chez Carlyle ? George H.W. Bush. En gros, le père de George W. Bush, l'ancien président et ancien directeur de la CIA. Oui, la famille de Ben Laden investissait bien dans une société où le père de l'ancien président des États-Unis était conseiller. En restant dans cette famille Ben Laden, devinez où était Salem Ben Laden, le frère d'Oussama, le 11 septembre 2001. Roulement de tambour, aux États-Unis. Et justement, il aurait été exfiltré discrètement, sans interrogatoire approfondi, sans contrôle particulier, alors que pourtant à ce moment-là, tous les vols civils étaient formellement interdits sur le territoire. Sauf apparemment pour les vols spéciaux pour la famille Ben Laden. Pour beaucoup, soit tout est lié, soit le frère de Ben Laden avait vraiment pas de chance que son frère prenne une telle trajectoire, ce qui peut en réalité vraiment se comprendre quand on sait que Ben Laden avait quand même 50 frères et sœurs. Pendant l'an 2000, un programme militaire américain appelé Able Danger utilise du data mining pour identifier des terroristes potentiels. Sauf qu'un an avant les attentats, ce programme identifie Mohamed Atta, l'un des leaders des 19 pirates. Le programme le signale comme une menace. Mais quand les analystes veulent transmettre l'information au FBI, on leur ordonne de ne rien faire. Mais alors ? Pourquoi ? Parce qu'en plus, après le 11 septembre, le programme est détruit. Les données sont totalement effacées et les analystes sont réduits au silence. À tel point que l'un d'eux, Anthony Schaeffer, a témoigné publiquement, disant qu'il a été détruit professionnellement avec une perte de son habilitation de sécurité et une carrière totalement ruinée. Tout ça pour avoir dit selon lui la vérité. Certains analystes pensent que Ben Laden est mort bien avant 2011. Peut-être même en 2001 à Tora Bora sous les bombardements. D'autres disent que ce serait en 2006 à cause de problèmes rénaux. En effet, on sait qu'il avait besoin de dialyse régulière. Une dialyse, c'est un appareil qu'on doit tout le temps brancher à un réseau électrique pour, en gros, entretenir ses reins et permettre de survivre, grosso merdo. Les sceptiques qui pensent que Ben Laden est mort bien avant 2011 avancent souvent l'argument suivant que les vidéos avant 2011 sont floues, mal datées et possiblement anciennes et recyclées. Et à l'opposé de ces sceptiques qui pensent que Ben Laden était mort bien avant le raid, on a aussi ceux qui pensent qu'il est toujours vivant aujourd'hui. Comme dans cette interview d'un journaliste qui allait voir les anciens voisins de Ben Laden, et le résultat, il est stupéfiant. But this time he don't here in this place. Some people says America air fighter this time come, but nobody Osama bin no here. His wife and his children here, but not his.
Ces deux théories opposées expliqueraient pourquoi il n'y a pas eu de corps montré, pas de photos publiées, pas d'autopsie indépendante, et aussi pourquoi le corps a été jeté en mer en quelques heures seulement. Qui a gagné avec le 11 septembre ? Qui a vraiment profité de ces attentats au final ? Ce seraient les entreprises de défense grâce à des milliers de milliards de dollars de contrats militaires pendant 20 ans, les compagnies pétrolières qui ont pu contrôler des ressources au Moyen-Orient, particulièrement en Irak, peut-être le gouvernement américain qui a bénéficié de pouvoirs étendus via le Patriot Act, ou même l'Arabie Saoudite avec l'élimination de Saddam Hussein, leur ennemi régional numéro 1 en Irak, car le pays fabriquait apparemment une arme chimique qui n'a jamais été trouvée. Et je vous avoue que sur ce coup-là, je suis bien content que la France n'y ait jamais envoyé de troupes. Mais ça pourrait être aussi très bien Israël, qui a bénéficié d'une déstabilisation et un affaiblissement de tous leurs ennemis principaux, l'Irak, la Syrie, la Libye. Ou encore d'autres personnages secondaires comme la famille de Ben Laden, peut-être même Larry Silverstein, ou bien les mystérieux vendeurs d'actions de dernière minute. En tout cas, une chose est sûre, et ça, il n'y a pas de doute, ça ne pourra jamais être démenti. Ceux qui ont bien perdu dans cette histoire, ce sont bien les civils américains qui ont perdu la vie du jour au lendemain, juste à cause de la haine, juste à cause d'actions dont ils n'étaient même pas responsables, mais aussi tous les civils afghans, irakiens, des enfants innocents qui ont dû subir des crimes de guerre atroces que je ne pourrais même pas citer ici, et plus globalement toutes les centaines de milliers de morts au Moyen-Orient. Après tous ces éléments qu'on a vus, toutes ces théories, qu'est-ce qui s'est vraiment passé le 11 septembre 2001 ? Parce que oui, après avoir descendu ces 6 niveaux, après avoir analysé des centaines de documents, des témoignages, des coïncidences, je ne vais pas vous dire quoi penser, mais je vais vous poser 2 questions simples. Première question, est-ce que c'est normal que les gens qui avaient le plus à gagner de ces attentats soient aussi ceux avec le plus de connexions suspectes avec les événements ? Je parle ici bien sûr de noms comme Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Halliburton, Carlyle Group, l'Arabie Saoudite, Israël. Une chose les regroupe tous ont massivement profité de cette tragédie. Deuxième question, est-ce que c'est normal qu'après quasiment un quart de siècle, il reste autant de zones d'ombre que le gouvernement refuse encore d'éclaircir aujourd'hui ? Les vidéos des caméras de surveillance autour du Pentagone toujours classifiées, l'identité de l'investisseur des put options juste avant les attentats qui restent toujours secrètes, la suite des 28 pages censurées pendant 13 ans, les opérations de la CIA étranges avec les pirates jamais mentionnés dans les rapports officiels. Pourquoi il devrait avoir tant de secrets si tout est clair pour eux? Alors, peut-être que Ben Laden a vraiment tout organisé depuis une grotte en Afghanistan. Peut-être que c'était vraiment juste 19 gars avec des cutters. Peut-être que toutes ces coïncidences sont juste des coïncidences. Mais avouez que parfois certaines connexions suspectes peuvent être assez troublantes. En tout cas, les familles de ces 2977 personnes qui sont mortes ce jour-là méritent la vérité totale. Même chose pour les familles des milliers de soldats morts en Afghanistan et en Irak, ils méritent la vérité, ils méritent de comprendre pourquoi ils sont vraiment allés là-bas, sans encore une fois oublier les proches de ces millions de civils tués dans ces guerres. Tous méritent la vérité. J'ai fait au mieux pour être le plus précis et le plus concis possible dans cette vidéo. Mais malgré tout ça et la durée abyssale de cette vidéo, je ne sais pas encore combien de temps elle va faire, mais je pense qu'on va être sur un sacré paquet de temps. C'était pas possible de tout dire. Voilà. Sans parler du fait qu'il reste encore plein d'éléments encore classifiés de nos jours, mais toutes les théories que j'ai pas pu aborder ou juste vos opinions, ça m'intéresse vraiment, alors exprimez-vous en commentaire, c'est vraiment là pour ça. Je suis peut-être un peu ambitieux, mais si cette vidéo atteint 50 000 likes, je ferai une série complète, une enquête encore plus profonde que celle-ci avec tous les détails que je n'ai pas forcément pu mettre dans cette vidéo. Prenez soin de vous, merci encore une fois pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne, c'est juste incroyable. Merci encore une fois à O2 Switch de soutenir ce projet. C'était Toilo, à très vite, ciao.